This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour à tous, bonjour Maxence. Voilà, on va attaquer le 15e épisode de cette fabuleuse histoire qu'est l'univers. Et peut-être qu'avant de commencer ce 15e épisode, on pourrait se poser la question, peut-on synthétiser tout ça très rapidement? Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Essayer de synthétiser en quelques minutes l'histoire de l'univers, au moins ce qu'on en connaît. Voilà, un petit rappel. Alors d'abord, des milliards d'étoiles, des milliards de soleils qui sont regroupés en milliards de galaxies, enfin, on avait vu tout ça. Les distances étaient tellement énormes que l'univers finalement était immense. On a vu que pour aller d'une étoile à l'autre, notre étoile soleil, et pour aller à l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, il nous faudrait 50 000 ans. Donc ça nous donne une idée, vu les milliards d'étoiles et les milliards de galaxies, l'immensité de l'univers. Donc c'était déjà la première chose un peu stupéfiante, l'immensité de l'univers. On avait vu que les étoiles étaient regroupées en galaxies, il y a milliards de galaxies, et puis on a observé, c'était une observation réelle qu'on continue à faire, c'est que l'univers était en expansion. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça voulait dire que les étoiles bougeaient, que les galaxies bougeaient? Non. Elles bougeaient un petit peu, mais en fait, c'est l'espace qui était dynamique. L'espace vide, l'espace-temps était dynamique, c'est-à-dire qu'il était vivant et qu'il avait une dynamique, et en fait, on s'est aperçu qu'il était en train de grandir, et donc ça a donné l'image, en faisant le film à l'envers, d'une espèce d'explosion qu'on a surnommée maladroitement Big Bang. Alors, puisque l'univers était en expansion, en faisant le film à l'envers, on avait remonté le temps, et puis pour arriver à un temps infime après le soi-disant début de l'univers, le soi-disant Big Bang. En fait, on était arrivé à là, donc le film à l'envers, tout était condensé dans un espace infime, infiniment petit, puis il y a eu ce qu'on appelle une inflation, et là, d'un seul coup, l'espace est devenu immense, et finalement, en devenant immense, il s'est refroidi, et peu à peu, les choses commençaient à s'organiser. Les particules élémentaires du tout début, ont commencé à s'organiser pour fabriquer des noyaux un peu plus lourds, puis les électrons, les protons, les neutrons ont commencé à fabriquer des choses. Et au bout d'un certain temps assez rapide, quelques 300 000, 400 000 ans, il existait une organisation, c'est-à-dire que l'univers était un immense plasma, un immense nuage, on peut imaginer ça comme ça, fait d'hydrogène, d'hélium et de quelques petites particules supplémentaires. Bon, là, la gravitation a fait son œuvre, et finalement, tout s'est effondré dans certains endroits. Ce nuage s'effondre en galaxies, et à l'intérieur des galaxies, des petits nuages s'effondrent, et pour former des étoiles. Et on avait vu que la naissance et la mort des étoiles, une étoile est une usine à fabrication d'éléments un peu plus lourds. Donc le fer, le carbone, l'oxygène, etc. étaient synthétisés au sein d'étoiles. Et finalement, tout ça, à force de naissance et de mort d'étoiles, a fait en sorte qu'au bout de la 3e génération, quelque part, dans le coin, une étoile est née, le Soleil, avec les éléments les plus lourds qui sont un petit peu allés sur les bords, par la force centrifuge, pour se réamalgamer en planète, puis sur une planète bien particulière,
la complexité a fait une œuvre absolument délirante, c'est-à-dire que la planète Terre était composée d'une immensité d'éléments qui se sont combinés pour arriver finalement à l'ultime, c'est-à-dire l'observateur de toute cette histoire, c'est-à-dire nous, l'être humain. Voilà, et extrêmement synthétisé, voilà un petit peu tout ce qu'on avait vu ces derniers temps. Bon, si vous voulez avoir plus de détails, eh bien, vous les retrouverez sur les épisodes précédents. Voilà, on en était là. Et là, aujourd'hui, on va parler de deux phénomènes, deux observations qui sont assez incroyables. Rappelez-vous, donc, l'expansion de l'univers. Donc, à partir d'une énergie initiale, l'énergie s'est transformée grâce à la célèbre équation E égale mc2. Eh bien, l'énergie et la matière étaient quelque chose d'assez proche. Donc, l'énergie pouvait se transformer en matière, la matière en énergie. Et finalement, au bout d'un certain temps très bref, il y a eu un surplus de matière plutôt que d'antimatière. Et c'est ce qui a fait le monde, l'univers tel qu'on le connaît. Mais cette expansion, en la regardant maintenant, on s'aperçoit que bon, voilà, ça continue à grandir, l'espace entre les choses continue à s'enfler. Et puis, s'est posé une question, mais jusqu'à quand? Alors, il y a logiquement quelques possibilités. La première, c'est que finalement, voilà, l'expansion est très grande, elle continue, la vitesse d'expansion est supérieure, elle continuera d'une façon infinie. La deuxième chose qui était souvent très logique au début, c'était que finalement, à force de matière à l'intérieur de cet univers, qui est en expansion, eh bien, la gravitation, la matière qui était dans cet univers, eh bien, pouvait éventuellement freiner cette expansion. La gravité étant attractive, l'expansion répulsive, on pouvait imaginer que la matière pouvait l'emporter sur l'expansion et finalement le ralentir, au moins le ralentir. La deuxième hypothèse, c'est que finalement, l'expansion de l'univers allait se ralentir au fur et à mesure du temps passant. La troisième possibilité, c'était que la gravitation devenait supérieure à l'expansion, c'est-à-dire la masse était suffisamment importante à l'intérieur de cet univers que finalement, elle pouvait ralentir, puis arrêter, puis inverser l'expansion. Donc c'était une imagination, on a appelé ça le Big Crunch. C'est-à-dire que finalement, on refaisait le film à l'envers tout seul, puisque la gravité l'emportait, et bien, automatiquement, l'univers allait se re-effondrer. Alors, cette hypothèse était charmante, puisque finalement, en se réeffondrant pour retourner à ce soi-disant Big Bang, pour recommencer, pour après revenir en arrière, etc., ça pouvait nous apaiser quant à un soi-disant début de l'univers. Ben, il n'y en a pas de début dans ces conditions-là. Ça veut dire qu'éternellement, l'univers est en expansion, puis en effondrement, expansion, effondrement. Voilà, bon. Mais, manque de bol, eh bien, en mesurant les masses dans l'univers et en faisant la somme de tout ce qu'on pouvait observer, c'était relativement simple, puisque on avait des théories qui étaient vraiment parfaites pour essayer de mesurer des masses. Et stupeur à ballon. Non, il n'y a pas assez de masse, l'univers, non. Eh bien, il ne s'effondrera pas. Par contre, chose extraordinaire, depuis un certain temps, depuis les années 2000, on a continué à observer cette expansion et on s'est aperçu que non, chose extraordinaire, eh bien l'expansion de l'univers était en accélération. Je ne rentre pas dans les détails techniques comment on a découvert tout ça, mais c'était relativement simple. Alors là, d'un seul coup, énorme stupeur. Que se passe-t-il? Pourquoi l'univers accélère-t-il? Et puis, depuis pas si longtemps que ça, depuis quelques milliards d'années, il s'est mis à accélérer. Alors, hypothèse, qu'est-ce que c'est qui peut accélérer l'univers, faire un truc répulsif encore plus grand? On a appelé cette hypothèse le Big Chill, le grand froid. Bon, en connotation avec le fait que plus l'univers est grand, plus la température chute. Voilà, donc dans cette hypothèse était charmante, mais elle ne donnait aucune explication quant à son début et à son sens éventuellement. Qu'est-ce qui s'est passé et jusqu'où ça va aller tout ça. On a découvert aussi un truc assez étonnant aussi, en observant depuis pas mal de temps déjà, ça fait un petit moment que l'on regarde, on regarde le ciel avec des télescopes, des radiotélescopes, et on voit les étoiles, et puis on voit les amas d'étoiles, puis finalement les énormes amas d'étoiles que sont les galaxies. Et en observant sur le bord de ces galaxies, suivant
les lois de Newton et même d'Einstein, de la relativité générale, il était prévu que certaines étoiles sur les bords des galaxies auraient dû ralentir un petit peu en fonction de la distance par rapport au centre de la galaxie. Et là, grande stupeur à nouveau, non, eh bien, les étoiles ne ralentissaient pas. Il y avait un phénomène qui était absolument perceptible, qui faisait que finalement, eh bien, il y avait une sorte de chose gravitationnelle qui empêchait les étoiles de ralentir comme il était prévu dans la théorie. Alors, on a regardé ça un petit peu partout et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui avait une action gravitationnelle. Mais on le mesurait, on l'observait, on le mesurait, on voyait des masses. On pouvait imaginer voir des masses, des quantités de masse colossales, mais parfaitement invisibles. Et on a essayé de mesurer tout ça, de voir un petit peu quelle était la matière ordinaire. Quelle est cette espèce de matière noire dont on ne connaît absolument rien pour l'instant, à part qu'on a presque la certitude de son existence. Et puis la troisième chose, c'était cette espèce d'expansion de l'univers qui accélérait. On a appelé ça l'énergie noire, une espèce de force répulsive qui faisait accélérer l'expansion de l'univers. Donc on a dit à peu près approximativement la matière ordinaire, celle qui compose tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent. La matière donc ordinaire ne représentait que quelques pourcents de la masse totale de l'univers. Quelques pourcents de l'ordre de 4 à 5%. Puis, on a essayé de mesurer la quantité de matière noire qui était invisible, mais parfaitement perceptible. Eh bien, elle représentait plus de 20% de la masse totale. Et le reste, c'était l'énergie noire. Donc, pour l'instant, on est dans une espèce de phase complexe d'explication. Il nous manque qu'est-ce que la matière noire et il nous manque qu'est-ce que l'énergie noire. Alors, une petite anecdote plutôt marrante, c'était que lorsqu'Einstein a découvert et a élaboré sa théorie de la relativité générale, ces équations, c'était des mathématiques pures, donc des tas de gens se sont impliqués dessus, ont essayé de résoudre dans des tas de conditions différentes toutes ces équations. Et certains grands savants de l'époque du début du siècle XXe ont découvert qu'à partir de cette équation, eh bien, on pouvait prévoir, même avant l'observation de l'expansion de l'univers, on pouvait prévoir mathématiquement l'expansion de l'univers. Et ça, Einstein ne voulait pas en entendre parler, parce que pour lui, l'univers était statique, il était éternel dans tous les sens, dans un temps moins infini jusqu'à dans un temps plus infini, tout était figé. Et pour ça, pour figer son équation, pour figer son hypothèse dans son équation, il a rajouté un terme qu'on a appelé la constante cosmologique. C'est un terme qui était tout à fait valide mathématiquement, on avait tout à fait le droit de rajouter ça sans détruire les bases de sa théorie. Et donc voilà, ce petit terme ralentissait l'ensemble et puis donc voilà, l'univers restait stable et statique. Et lorsque l'on a découvert expérimentalement l'expansion de l'univers, eh bien, il a trouvé ça complètement dingue et finalement, il a retiré cette constante cosmologique et il a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Bah, pas tant que ça. Parce que finalement, depuis cette découverte de l'expansion accélérée de l'univers, on s'est aperçu qu'en remettant cette constante cosmologique, elle pouvait prévoir aussi que l'univers pouvait accélérer soudainement, une espèce de sorte de force répulsive, une sorte de force répulsive, on n'en sait rien, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, mais les faits sont là. Il existe une matière noire invisible, on ne sait pas du tout de quoi elle est faite, beaucoup d'hypothèses sont faites là-dessus, bon, mais sans pour l'instant aucune certitude dans quoi que ce soit pour la matière noire. Quant à l'énergie noire, eh bien là, carrément, c'est le mystère. Est-ce que ça fait partie de l'histoire de l'univers? Est-ce que ça fait partie des conditions initiales qui font que finalement, au bout d'un certain temps, il y a une influence primordiale dans la répulsion, plutôt que dans l'attraction? Et voilà, on en est un petit peu là, voilà. Mais ça nous permet évidemment de nous poser la question du futur de notre univers, de son histoire. Bon, son histoire dans le passé, on en a une idée, même si elle n'est pas
parfaite, elle est quand même, on a abordé ce problème avec finesse. Il nous reste quelques bricoles à voir, c'est-à-dire ce qui se passe un petit peu avant ce fameux temps de Planck, qui est de 10 puissance moins 47 secondes. Voilà, on a quelques pistes, mais bon, pour l'instant, c'est un peu coincé. Mais là, aujourd'hui, on va plus parler des hypothèses qui permettent d'imaginer ce qui peut se passer dans l'univers dans un avenir lointain, évidemment. Alors, quoi qu'il arrive, les étoiles naissent et meurent, donc automatiquement, on en est 3e génération, 4e génération d'étoiles. Les étoiles vont continuer à faire leur travail d'usine à fabriquer des atomes et des éléments plus lourds. Enfin bref, donc toute cette histoire continuera tranquillement. Sauf que si, dans la première hypothèse, si on revient, même si cette hypothèse est un peu rejetée, eh bien on se retrouve avec une expansion qui s'arrête puis retourne à l'envers, on peut arriver à un big crunch, c'est-à-dire un effondrement, un aller-retour sans arrêt, périodiquement, voilà, naissance, mort, naissance, mort, naissance, mort. Mais alors la troisième hypothèse, c'est-à-dire l'accélération de l'expansion de l'univers, qui est plus proche des observations que l'on a actuellement, c'est, mais que va-t-il se passer à long terme ? Finalement, l'univers va grandir de plus en plus, l'univers observable, son horizon va s'éloigner quand même un peu plus à chaque fois que le temps passe. Donc, ça veut dire que l'espace entre les choses va devenir grand. Donc, les connexions entre les éléments, toute la matière qui existe dans cet univers-là, tous ces éléments vont être de plus en plus éloignés les uns des autres. Ce qui fait que la communication entre ces objets risque d'être un peu plus complexe, puisqu'il faudra beaucoup plus de temps pour qu'il y ait des contacts, au moins des informations qui circulent. Mais on peut imaginer aussi que finalement, à un moment donné, les étoiles seront tellement éloignées les unes des autres, que finalement, les autres étoiles, si vous êtes sur une étoile, vont peut-être être au-delà de l'horizon perceptible, de l'horizon de l'univers. C'est-à-dire, comme l'univers est malgré tout, il a un horizon puisqu'il est courbé par la matière qui existe à l'intérieur, eh bien, les étoiles vont peut-être se retrouver solitaires finalement, plus aucun contact avec d'autres étoiles. On peut aussi imaginer qu'à l'intérieur de ces étoiles, toute la matière, finalement, tous les éléments vont s'éloigner les uns des autres. Je pourrais essayer d'imaginer les atomes vont s'éloigner les uns des autres. Et puis même au sein des atomes, eh bien peut-être que le noyau des électrons vont s'éloigner tellement les uns des autres que finalement, dans des milliards d'années, tout sera tellement éloigné les uns des autres que toutes les petites particules seront solitaires, c'est-à-dire seules. Plus aucune information capable de se transporter d'un objet matériel vers un autre objet matériel. Alors, c'est ce qu'on appelle le Big Chill, c'est-à-dire le grand froid, c'est-à-dire que, eh bien, on arrive à un univers complètement glacé et c'est une hypothèse tout à fait personnelle. Si il n'y a plus de contact possible entre une particule et une autre particule, ça veut dire que, eh bien, on peut soupçonner que, évidemment, puisqu'on ne peut plus bouger, eh bien, pour aller quelque part, puisqu'il n'y aura plus de quelque part ailleurs, on pourrait imaginer que finalement, d'un seul coup, l'espace disparaît, puisqu'on ne peut plus aller nulle part. Mais puisqu'on ne peut plus aller nulle part avec aucune vitesse, puisque la vitesse dépend de la distance, et que la distance, il n'y en a plus, eh bien, le temps pourrait aussi disparaître. Mais ça, c'est un fantasme qui permet d'essayer d'imaginer le futur lointain. Ce n'est qu'une hypothèse. Voilà, eh bien, c'est la fin du 15e épisode. Il en reste un, théoriquement, peut-être plus, qui sait, si ça vous intéresse. Faites quelques commentaires pour voir si vous voulez peut-être des explications plus fines à l'intérieur de cette immense histoire qu'est l'histoire de l'univers. Le 16e épisode, eh bien justement, on va essayer de passer le mur de Planck pour voir qu'est-ce qui se passait avant le mur de Planck. Il existe de nombreuses hypothèses, eh bien, on en parlera. Mais bon, une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Il ne restera plus qu'à faire des observations. Voilà, en espérant que ça vous a apporté quelques informations supplémentaires. À bientôt. Ce voyage vous a plu ? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses.
Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.